Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir à tous. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 12 dans l'extrême peur. On regagne 2 points par rapport à hier. Je ne sais pas trop où les gens vont chercher leur espoir. Le Social Index toujours bloqué à fond sur Up. Et le marketeur d'Orflow en recherche de vente modérée. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. Il y a une chose que je suis sûr, c'est que ma chaîne YouTube, dans les prochaines années, aura plus de personnes qui la regarderont que la valeur du Bitcoin. Ça, j'en suis à peu près persuadé, puisqu'on est actuellement à peu près à la même valeur. Donc investissez sur la chaîne Enlil Benoît Rousseau plutôt que sur Bitcoin. Dans 10 ans, je suis là. Le Bitcoin, c'est pas sûr. Marqué, je peux mourir. Donc, à vous de voir, J'ai arrêté le Red Bull, si ça peut vous donner une information sur la tendance. Blague à part, mais c'est quand même très rigolo. En tout cas, ça, c'est mon humour. Là où le public va vendre massivement, on a des baleines, on a des échanges qui vont recueillir les liquidations, qui vont recueillir ce supply et ils vont essayer de le distribuer plus haut parce que ils sont là pour le profit. Donc, personnellement, je pense pas que ça soit un bottom historique. Je pense pas du tout que ce soit un bottom historique. Je pense qu'on va faire beaucoup plus mal que ça. À la limite, je souhaiterais qu'on en arrête avec le suspense. J'en ai marre des gens qui sont outrageusement bullish pendant un bear market. J'ai vraiment envie que ça nettoie grave et qu'on voit enfin le désespoir final. Vous saurez que le jour où ce sera le moment d'acheter, personne ne voudra en fait. Et malheureusement, c'est pas le cas. J'ai vu des gens très incompétents vouloir acheter. Personnellement, vous pouvez me mettre dans cette liste si vous voulez. Mais ça reste pour moi une idée qui reste court terme et qui n'est pas le bottom. Ça, c'est a priori bottom temporaire. Donc voilà. Donc faites bien attention quand même à vous. Si vous êtes là, investisseur long terme en disant ça va bien se passer, etc., peut-être pas si bien que ça en fait. Est-ce que du Bitcoin à 30 400 sur du long terme c'est intéressant? Probablement oui, parce qu'à terme le Bitcoin pourrait s'installer au-dessus des 1000 milliards de capitalisation, donc super à 60 voire 70 000 dollars sur du long terme. On avait vu qu'après l'halving, le prix de production va doubler, donc il va passer en gros entre 40 à 68 000 dollars. Il faut savoir que le Bitcoin est toujours dans les prix de production, au-dessus des prix de production, donc on pourrait dire que d'ici 2024, au minimum, notre plancher, ce sera 40 000 dollars. Donc la logique est que si aujourd'hui j'achète du Bitcoin à 30 400, est-ce que c'est intéressant? Techniquement, oui, puisqu'il y a de grosses probabilités que d'ici 2024, au moins le prix soit à 40 000 dollars. Donc je puisse faire une plus-value de 10 000 dollars par Bitcoin. Ok. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on ne sera pas plus haut ou est-ce qu'on va pas pouvoir choper du Bitcoin plus bas? Ok. Bien évidemment que si je peux choper du Bitcoin à 25, à 24, à 23, c'est mieux que de l'avoir acheté à 30, puisque si on est à 40 en 2024, j'ai déjà une plus-value plus importante. Ok. Maintenant, oui, pour moi, acheter du BTC à 30 000, dans un horizon d'investissement, oui, ça peut être intéressant juste vis-à-vis de l'halving et vu simplement du concept de l'halving qui fait que le prix du Bitcoin continue d'être haussé sur le long terme, tout simplement. En gros, là, donc on était passé en dessous du nuage, mais la semaine dernière, j'expliquais que la Chikou n'était pas passée encore en dessous, parce que ça, c'est la dernière validation. Okay, donc là, j'essaie de vulgariser, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà, au moins, comme ça, tout le monde aura compris. Et en fait, là, c'est officiel, on est passé en dessous et bien en dessous. Donc, sur cet indicateur, Ichimoku en weekly, donc une bougie est égale une semaine, on est officiellement passé en tendance baissière, ok, donc en marché baissier sur cet indicateur. La traduction en anglais, c'est bear market. On est en bear market sur cette time frame et sur cet indicateur. Donc c'est pour ça, faites attention avec les indications. Quand on vous dit bear market, c'est du potentiel, ou en tout cas ça c'est une tendance baissière. Le marché est baissier, donc le marché est en bear market, mais c'est pas des gros bear market de plusieurs années. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là on a pratiquement tous les indicateurs qui nous montrent que c'est bon, là on va partir pendant X temps en tendance baissière ou en latéralisation, mais sur le price action, je vais vous montrer tout à l'heure, on n'est pas encore complètement foutu.
On se retrouve aujourd'hui sur un BTC qui a légèrement crashé aux 29 000 $, et j'ose le dire légèrement parce qu'on devrait attendre un crash beaucoup plus violent, l'écrasement de ces 29 000, 30 000 $ pour les revoir. Vous le savez, les objectifs théoriques premiers de 23 000 et voire même peut-être plus bas. On va regarder durant cette vidéo d'ailleurs pourquoi est-ce que j'annonce, ou entre guillemets, je suis plutôt dans cette direction d'un crash qui devrait être plus violent et non pas d'un bottom ici trouvé sur ce support par rapport au dernier bottom finalement des 30 000 $ indiqués vers juin d'année 2021. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être qui pense ici dans les commentaires que ça y est, bottom, et par après on part à la hausse avec un double bottom, etc. dessiné, et let's go, on va pumper. Malheureusement, pas du tout en tout cas ce que je lis personnellement vis-à-vis de tous les indicateurs. On va parler d'ailleurs de différentes indications, différents indicateurs. Ici, on a déjà à l'écran d'ailleurs le Gaussian Channel. Je rappelle le Gaussian Channel, comment ça fonctionne? Ça se travaille premièrement qu'en 5 jours, d'accord? Uniquement en 5 jours. Vous pouvez bien entendu changer la time frame si vous voulez, par exemple sur votre TradingView, mais c'est pas comme ça qu'il s'utilise. Il va indiquer quelque chose, mais c'est pas comme ça qu'il s'utilise. Il s'utilise uniquement et seulement en 5 jours. Si vous l'utilisez avec une autre time frame, ça ne sert à rien. Les altcoins prennent encore plus cher, ce qui fait que les gens actuellement paniquent vite. Et les gens paniquent, ont peur justement de se dire que ce qui arrive à Luna, etc., ça pourrait arriver à leurs assets possiblement, et c'est pour ça qu'ils sont en train de les vendre possiblement. Et du coup ici vous avez le prix du Bitcoin en haut et vous avez l'open interest des alts en bas. Ok, donc ça, l'open interest, c'est ce qui exprime l'argent qui est parié en milliards de dollars sur les contrats dérivés des altcoins. Par exemple, ici, on voyait le Bitcoin qui commençait à chuter, l'open interest des alts qui restait assez stable. Ce qui veut dire qu'ici, les gens étaient quasiment encore en train de long. On peut estimer ça, ou ne voulaient pas clôturer leur position. Là, ils ont commencé à lâcher. Une fois qu'on est venu vers ici, vers les 33 000, là, ils ont commencé à lâcher parce qu'on a eu une bonne chute de l'open interest. Ok. Est-ce qu'on peut témoigner d'un bottom sur le Bitcoin? Pour l'instant, non. L'open interest des alts pourrait donc chuter encore, ce qui pourrait engendrer encore plus de panique. Parce que là, actuellement, malgré que le prix chute, on n'a pas encore de grosses liquidations sur les altcoins. Donc, ce qui peut aussi dire que les liquidations sur les alts sont possiblement encore plus bas. Également, au niveau de au niveau de l'order flow sur le Bitcoin, toujours des fundings positifs. Ça, c'est pas une chose qu'on voudrait voir. Normalement, après une chute aussi forte, on est censé voir des fundings négatifs. Au moins voir des gens qui paniquent sell. La réponse est non. Enfin, des gens qui short, qui clôturent leur long très vite, etc., qui vendent au marché, c'est pas le cas. En revanche, ce qu'on voit également, c'est que ici, on a un CVD qui remonte avec un open interest qui chute. Donc là, on sait qu'il y a des gros qui sont en train de clôturer leur short, de prendre des bénéfices sur leur short. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est to the moon. Il n'y a pas de force en fait. Là, c'est juste des mecs. Les rebonds sont causés par des gens qui clôturent leur short. C'est pas des acheteurs agressifs. On prend des bénéfices sur les shorts et ils peuvent prendre des bénéfices encore plus bas. Tape sur l'épaule à ceux qui se sont engouffrés dans Luna d'une manière ou d'une autre, qui sont pas sortis assez tôt, ceux qui sont rentrés pendant la destruction massive. Courage à vous. Sachez que c'est des choses qui arrivent. En fait, en réalité, c'est beaucoup plus courant et plus réaliste que ce qu'on peut s'attendre. C'est pas si choquant que ça. C'est pas la première fois qu'on a ce genre d'événement. Je pense à Nubits par exemple. Et bien sûr BitConnect. Pour ce qui est des cryptos à forte ponzification, ça veut dire des grosses promesses de retour sur investissement, il vaut mieux sortir vite, surtout quand tout le monde est content. Bon, voilà, en tout cas, courage à vous, ça fait mal. Je peux comprendre que ça fait mal. Maintenant, je dirais qu'il y a une bonne leçon à tirer de tout ça. C'est que, ouvrez les guillemets, je partageais une vidéo dans le discussion crypto ici. Il se trouve que par hasard, dans le cadre de ma formation psychologie du gagnant, je disais qu'il manquait, c'est une formation que j'offre à mes VIP, et je disais qu'il manquait une leçon. C'était sorti le 7 avril. Et la leçon, c'est le marché chie sur tes rêves. Et j'illustrais donc, si vous voulez venir voir sur le Discord, que les gens espéraient 200, ils auront 20. Il y a ça exactement ici, et ça fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi votre sentiment à ce moment-là? J'ai loupé le train, tant pis, je reviendrai dans 5 ans? Ou j'essaie d'aller chercher des shitcoins ou des coins qui n'ont pas performé et qui probablement ne se relèveront peut-être jamais dans les 4 prochaines années, sous prétexte que c'est dans une zone de rechargement d'achat, etc. Donc renseignez-vous bien sur les fondamentaux. C'est une certitude absolue. C'est très difficile. Donc ça, c'est quelque chose que je ne veux plus vivre.
la peur de louper le train. Donc je buy en fait, mais je divise très très fort. Je mets pas all-in sur un 618 ou je mets pas all-in sur Bitcoin s'il vient à 28 000 ou 25 000 $. C'est juste ça, mais peut-être que vous n'avez pas peur de louper le train. Et à ce moment-là, vous adaptez, vous vous imprégnez de la stratégie des 4 rois. Mais l'idée de base, ça reste de lisser nos achats dans le bas, en mode dollar cost average, dans des zones de rechargement première classe, éco-classe, et en dessous, pour rappeler Tor 64, dans la zone de capitulation, de peur extrême, de mort, qui se trouve en dessous des 0,686. Elle est ici, la zone de mort du Bitcoin. Il est peu probable qu'on y retourne. Mais pourquoi pas garder du cash en fait pour racheter ces zones de peur ? Je pense probablement qu'il y a des gros mastodontes qui iront là-dedans. Ou si on vient là-dedans, plus personne ne voudra en acheter. De toute manière, on ferme les écrans et on rouvre dans 5 ans et on rouvre la chaîne dans 5 ans, il n'y a pas de problème. Les pool curves sont toujours très très basses. On a à peine 7% d'UST, 92% d'UST dans la pool, ce qui est énorme. Normalement, on devrait avoir 50%, on en a beaucoup plus, donc ça veut dire que les gens sont en train de se débarrasser de leur UST. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la fondation Luna, la Luna Foundation Guard, est en train de lever plus d'1 milliard de dollars pour tout simplement permettre encore une stabilisation de ce token. Donc globalement, il manque d'argent là. Il faut qu'on se dise les choses. Ils avaient plus de 3 milliards de dollars de Bitcoin. Ils semblent les avoir utilisés. Là, ils ont besoin encore d'1 milliard de dollars. Ils sont en train de faire le tour des investisseurs habituels du monde de la crypto. On parle de Jump, on parle de Alameda qui n'a pas encore confirmé, on parle de pas mal d'investisseurs habituels qui sont en train d'essayer de venir sauver tout simplement l'UST, sauver Luna, parce que les deux vont de pair. Si l'un baisse, l'autre est aussi impacté. Et on va voir s'ils vont réussir à faire ça. D'ailleurs, Do Kwon, le président, le chef de Luna, il a dit qu'il était très proche d'annoncer un plan de relance pour l'UST. Donc ça arrive, on n'a toujours pas d'informations. Il dit qu'il est très concentré sur le sujet. Donc voilà, en gros, il est en train de lever des fonds. Il va bientôt annoncer quelque chose pour essayer de sauver le token Luna. Et l'UST, bien sûr. On rappelle Do Kwon, c'était quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux qui n'hésitait pas à trasher un peu tout simplement les autres stablecoins, les autres projets. Il avait clairement dit qu'il allait tuer le DAI, donc la stablecoin, une autre stablecoin décentralisée qui est en concurrence avec l'UST. Mais c'est vrai que le DAI, le problème c'est que c'est en train de se transformer en une stablecoin centralisée parce que le collatéral du DAI, il y a beaucoup d'USDC, donc il y a une stablecoin centralisée. Mais bon, en tout cas voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas hésité à se moquer de plusieurs projets, de Cardano, de plein de choses. Première actualité de fou, Juno, qui se dit vouloir être en concurrence avec Ethereum. Ils ont fait une boulette énorme. Il y a eu un souci avec un utilisateur qui avait 3 millions de tokens, alors que normalement personne ne devait en avoir plus de 50 000. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu bloquer les tokens, et au moment où ils ont voulu faire le transfert pour bloquer les tokens, ils ont fait une erreur de frappe dans l'adresse et ils ont envoyé les tokens nulle part. Du coup, ils ont volé les tokens à cette personne, ce qui n'est pas forcément très clean quand on parle de décentralisation. Mais en plus de ça, ils ont carrément perdu les tokens, et le tout d'une valeur de 36 millions de dollars. Donc ça fait très mal à ce projet qui est basé sur Cosmos, et il va falloir qu'ils trouvent une solution maintenant, parce qu'au final, l'entreprise a fait une grosse boulette avec les tokens qui leur appartenaient pas, tout simplement. Et ceci, normalement, pour mettre les tokens en attente, le temps que l'ensemble de la communauté prenne une décision. Bref, très mauvais coup de pub pour Juno, ils ont quand même sacrément bien déconné. Et finalement, le dernier optimiste de la journée est Changpeng Zhao, le dirigeant de Binance, qui a déclaré que le crash que l'on connaît actuellement n'aura plus aucune importance dans 2 ans, et il a conseillé de réduire les positions à tous les investisseurs qui sont incapables de gérer les émotions qu'entraîne une telle volatilité. Bref, tout ça pour vous dire que les acteurs crypto restent optimistes sur le futur de ce secteur, et que le mieux à faire actuellement est de décrocher du portfolio et des graphiques, et se concentrer sur ce qui est actuellement en construction. Ensuite, Salvador qui buy priorise ça. Salvador qui rachète 500 coins à 30 700 $, donc ça fait plaisir. Il a eu 100 000 likes, c'est abusé. Enfin bref, le Salvador qui buy c'est bon signe parce que du coup, ils sont toujours positifs pour accumuler du Bitcoin et continuer à se développer autour de ça. Glassnode. Ici, on est sur le réserve risque qui est toujours au plus bas. Ça, je vous l'ai souvent expliqué. Ça marque un début de bottom, en tout cas assez souvent. Vous voyez, quand on est dans la zone verte, ça veut dire que ça marque un début de bottom. C'est quoi le réserve risque? C'est tout simplement, est-ce que au prix actuel, je prends un grand risque en achetant du BTC pour les acteurs. Ici, la dormance qui, pareil, est dans sa zone verte aussi. Donc ça sous-entend qu'on aurait potentiellement ici un bottom atteint. Vous comprendrez qu'on peut aller tout en bas de la zone verte et ça veut dire des variations de prix
prix qui sont de l'ordre de plus de 30%, voire 50%. Donc à partir de là, on sait qu'on est proche d'un bottom, mais on ne sait pas de combien il faudra descendre en plus pour atteindre ce bottom. Ici, on est sur l'accumulation trend score, c'est-à-dire le score d'accumulation par les acteurs sur BTC, que ce soit les petits ou les grands. On est sur un score de 0,32, donc ça, c'est pas énorme en termes d'accumulation. Actuellement, on n'est pas sur un gros score d'accumulation, bien entendu, puisque le marché est dans la peur. Ensuite, on va aller regarder ici également le Unrealized Profit and Loss, et vous voyez qu'on rentre ici dans la peur. Là, on est dans la zone orange, c'est-à-dire Hope and Fear, on rentre dans la peur. Ensuite, on va regarder le Net Realized Profit and Loss, et là, à l'inverse, enfin pas à l'inverse du tout d'ailleurs, on voit que hier, on a eu une capitulation, un épisode de capitulation assez important, qui, pour moi, s'apparente au premier mouvement ici en termes de qu'on avait eu sur cet été. Est-ce que ça veut dire qu'on va dessiner la même structure que ce qu'on a fait cet été? Absolument pas. Ça veut simplement dire qu'on atteint des niveaux où les gens vendent à perte et où le marché est réellement en train de faire un transfert de valeur, puisque en face de chaque vendeur, il y a un acheteur, un transfert de valeur de qui vers qui, c'est ce qu'on va aller voir ici sur les adresses à plus de 10 000 bitcoins qui sont les baleines à boss, et ici on a une légère diminution sur ces adresses-là. Hier, là je vous parle de la journée d'hier, on passe de 95 baleines à 94, donc ça sous-entend à dire que les grosses baleines n'accumulent pas. Ici par contre sur les 1000 bitcoins, on est sur une distribution aussi, donc le nombre d'adresses diminue, ça veut dire que ces adresses sont vendeuses. On voit au niveau des news que ça suffira pas en fait de monter les taux pour justement stopper cette inflation. Il dit que l'inflation ayant atteint son plus haut niveau depuis 40 ans et continuant à s'accélérer, la Banque centrale américaine a décidé le 4 mai comme anticipé de relever d'un demi-point du pourcentage son principal taux directeur, soit la plus forte hausse depuis 2020. Donc voilà, forte hausse depuis pas mal de temps, et c'est surtout que je vous mettrai cet article en description. En tout cas c'est sur la tribune, donc vous pouvez aller voir ça. Et au niveau du taux de chômage aussi, on est revenu rattraper le taux de chômage d'avant Covid, ce qui veut dire qu'en fait que tout est à peu près rentré dans l'ordre, et que maintenant, pour stopper un petit peu cette impression monétaire, ça va être stoppé tout simplement, et les taux vont augmenter, ce qui va en fait tout ralentir. Et quand on dit ralentir, on dit que les marchés en prennent un coup. On débute les actualités du mardi avec quelques bonnes nouvelles pour compenser le sentiment de marché qui est franchement pas dans le positif en ce moment. Tout d'abord, on a Nayib Bukele qui a déclaré que le Salvador avait profité de la correction en cours pour acheter 500 BTC à un prix moyen de 30 744 $. De plus, sur Twitter, le président du Salvador a dévoilé des images qui montrent à quoi devrait ressembler la fameuse Bitcoin City quand sa construction sera finalisée, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les images sont impressionnantes, mais je vous rappelle que le projet est loin d'être finalisé étant donné que les obligations en BTC qui étaient censées financer la future ville ne sont pas encore mises sur le marché. Ensuite, rapidement, sur les actus, Coinbase qui avertit certains utilisateurs russes que leur compte pourrait être bloqué, un peu comme on a eu sur Binance. Binance qui s'est mis, maintenant Coinbase, parce que toutes les plateformes d'échange vont bannir les comptes russes. Comme j'ai dit, moi je suis pas trop fan le fait que ce soit une plateforme d'échange centralisée qui choisisse qui peut venir ou pas sur sa plateforme. Le concept qui est derrière, je suis pas ultra fan. Ensuite, donc là, les 4 premières fortunes mondiales ont perdu 75 milliards de dollars en 3 jours. Donc comme quoi, même les ultra riches en fait souffrent de ce qui est en train de se passer, parce que c'est pas juste les cryptos, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, c'est tous les marchés qui chutent, donc même eux, ils prennent très très cher. Mais bon, eux c'est pas grave, pourquoi? Parce qu'ils ont des bons plans, comme moi je vous l'explique à chaque fois, donc en fait à la fin ils seront toujours gagnants, comme moi là je serai toujours gagnant. On continue de parler des acteurs crypto qui construisent avec Elrond qui signe un partenariat avec Unchained dans le but de renforcer la conformité et la prévention de la fraude. À savoir que Unchained est une plateforme d'analyse blockchain qui a pour but d'offrir des services qui facilitent l'investigation sur les blockchains, et il facilite également la reconnaissance de la personne avec qui l'on fait des transactions, ce qui permet en théorie de se protéger d'activités criminelles. Et ce partenariat se fait alors que Elrond continue ses efforts pour se conformer aux exigences réglementaires afin de devenir un des leaders des services de paiement crypto. Et je vous rappelle que Elrond ambitionne de fournir prochainement une carte de paiement qui sera utilisable dans l'espace économique européen, et qu'ils ont également racheté en mars dernier la société de paiement TwistPay qui leur a permis d'obtenir une licence bancaire au niveau européen. Bref, vous l'avez compris, Elrond construit brique par brique une architecture qui proposera prochainement de plus en plus de services crypto aux particuliers et aux institutionnels. Chainalysis, ils font ce qu'on appelle du KYC et AML, anti-money laundering. C'est vraiment en fait eux ils regardent, on leur donne un wallet, on leur dit voilà, ce wallet m'a hacké, on m'a vidé mes comptes et l'argent est parti sur ce wallet. Et eux en fait ils regardent dans une blockchain tout l'historique de transactions d'un wallet en particulier ou d'un coin en particulier.
Donc en fait, ils sont entre guillemets un peu mono-chain, c'est-à-dire qu'ils regardent sur la blockchain de Bitcoin quel a été l'historique d'un certain portefeuille ou d'un certain Bitcoin. Nous, ce qu'on fait, c'est toujours des paires, c'est-à-dire qu'on parle toujours de Bitcoin dollar, Bitcoin euro, Bitcoin Ether. On regarde des valeurs de marché qui sont des prix auxquels s'échangent ces valeurs. Donc c'est vraiment une donnée qui est complètement différente. Chainalysis sont des clients et des partenaires et des gens avec qui on travaille depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont une information qui va être de dire Wallet 1 a envoyé 3 bitcoins à Wallet 2. Et nous, on est capable de leur dire, en fait, 3 bitcoins, ça vaut 96 297 à l'instant T. Et donc, en fait, c'est vraiment des sets de données qui sont très complémentaires, où nous, on apporte en quelque sorte une valeur de référence sur la valeur fiat ou la contre-valeur de tous ces tokens, tandis que eux font vraiment de la donnée qui est presque plus du risque, en fait. Qui pourrait servir, effectivement, comme tu dis, à faire des contrôles fiscaux en temps réel. Mais dans le contexte de ces contrôles, il faudrait que le fisc soit capable de dire ça représente combien en euros. Et ça, c'est l'information que nous, on vend. C'est de dire, un bitcoin, ça vaut combien. Donc, travailler avec le régulateur, travailler avec l'AMF, la Banque de France, etc., c'est absolument une possibilité, mais plutôt sur la partie données financières. C'est-à-dire être capable, par exemple, moi, j'aimerais beaucoup que la Banque de France... j'aimerais beaucoup que Kaiko aide la Banque de France à publier tous les jours un taux de référence Bitcoin-Euro qui soit le taux accepté aujourd'hui en France pour dire, quand on a besoin de faire de la valorisation d'actifs, quand on a besoin de faire de la réconciliation comptable, quand on a besoin de faire quoi que ce soit pour que ce soit des déclarations d'impôts ou du reporting, etc., on prend le taux officiel Kaiko Banque de France, par exemple. Ça, c'est un truc qui pourrait être fait. Mais ce qu'on fait, vraiment pour revenir à l'essence de ce qu'on fait, c'est vraiment presque du FX, c'est-à-dire du taux de change. En fait, on donne les taux de change. Du Forex, donc c'est le marché d'échange. C'est le marché d'échange, en fait. Qui est le plus gros marché. Voilà, et on fait ça sur la crypto. Mais aujourd'hui, la crypto, pour te donner un ordre de grandeur, on couvre 150 000 différents instruments financiers crypto. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.